Ensuite, on dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant, vous êtes fou, vous êtes psychiatre, on vous psychiatrise. Et donc l'individu qui va critiquer l'islam en public, qui va offrir une critique aux musulmans, le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé, et avec tout ça, vous êtes jamais menacé, accusé d'islamophobie ici en France ? C'est ça que je dis. Comme en France, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça n'a aucun sens, on ne peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, Donc c'est une question qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi ? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc vous n'avez pas que vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave, vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. On s'en fiche, au fond, de l'islam. On veut défendre la dignité, l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc... Pardon. Non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions, donc je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile, parce que vous, un sujet que Marc Menon connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement ? Alors, c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit. Et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les filles, on leur dit pas le voile, c'est la pudeur, le voile, c'est une soumission à Dieu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, je l'ai entendu, le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit voile-toi avant que Allah te pende par les tétons en enfer. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Et ça, c'est un discours religieux basique. Hein, Et ici en France ? En France, je l'ai entendu. Hein, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. Hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah, il te juge déjà dans ta tombe. Donc dès que tu es mort, Allah il s'énerve. Elle fait peur, elle fait peur. J'ai envie, je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient précisément ? Alors, avec Marc Menon, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide. Et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux. Hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités et des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages. J'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière. C'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier.
Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme? Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. Hein. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Un peu. Voilà. Et donc, je disais, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, l'éducation dès le Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci infiniment. Restez avec nous, puisque c'est la dernière de notre émission. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir